Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père... Si vous écoutez la chanson de Michel Sardou, vous allez peut-être connaître toute l'histoire de Vladimir Ulyanov, dit Lénine. C'est un diminutif, un surnom. Un pseudonyme. Un pseudonyme. Oui, qu'il a utilisé pour écrire « Que faire ?» C'était le titre qui était donné. Bah oui, vous venez de vous apercevoir qu'on a la même chemise. Oui, pardon, je dis ça parce que ça me fait rire de vous voir. Mais vous riez tout seul. Je ris tout seul. Alors non, juste, c'est vrai que c'est un pseudonyme et qui sans doute a un rapport avec le fleuve la Lena, L-E, accent aigu, N-A, qui est un fleuve en Sibérie, puisqu'il a été placé en Sibérie, en exil, lorsqu'il a commencé son parcours révolutionnaire. Et avant, il ne s'appelait pas Lénine. Non, Vladimir Ilitch, c'est Ulyanov, son nom de famille, Vladimir son prénom, et il y a toujours un deuxième prénom qui rappelle le prénom du papa. Vladimir Ilitch Ulyanov. Et il s'est fait appeler Lénine après avoir été emprisonné. Absolument. Et il vient d'où ce Lénine-là? Alors, il est né en Russie, et c'est son père, il est issu d'une famille intellectuellement aisée, et même financièrement aisée. Quand je dis intellectuellement, c'est-à-dire que son papa s'occupait d'éducation au sein de cette grande ville, là où il est né. Et puis, il va avoir un pouvoir assez important jusqu'au jour où il disparaît. Et il disparaît très jeune, ce papa, quand il a tout juste 53 ans. Et ça met évidemment la famille un peu dans le drame. C'est le moins qu'on puisse dire, à part le drame affectif. Je parlais surtout aussi d'un drame financier, puisque ça va devenir très difficile. Et comme il n'est pas le fils aîné, il y a un frère aîné qui s'appelle Alexandre. Lui n'est que le deuxième fils. Ils sont 8 dans la famille, quand même. Eh bien, c'est à lui qu'on va confier un peu la direction des affaires familiales. Et il va avoir un deuxième drame 1 an plus tard. C'est la disparition de son frère aîné, Alexandre, qui va être pendu pour acte révolutionnaire. Et ça, évidemment, ça va le marquer à tout jamais. Le voilà, Vladimir Ilitch Ulyanov. Alors évidemment, là, il est avec un certain âge, à partir du moment où la révolution va le prendre, puisque il veut faire des études de droit, en fait. Il veut entrer à l'université de Kazan, mais seulement le passé de la famille, c'est-à-dire le rôle de son frère aîné, qui a été pendu par, je viens de vous le dire, par la justice du tsar, eh bien, ça va lui interdire l'entrée à l'université de Kazan. Donc il va se présenter en candidat libre, il va obtenir les meilleures notes possibles, il va entrer comme avocat, et puis, très vite, il va se plonger dans la politique, et là, il va quitter la Russie très souvent, et on va le retrouver à Londres, on va le retrouver en Allemagne, on va le retrouver en Suisse et en France, où il vit de 1910 à 1914, juste avant l'entrée de la Première Guerre mondiale. Alors cette Première Guerre mondiale, il ne l'a pas vu venir, et il le dit, il l'écrit, mais à partir du moment où elle commence, eh bien, il espère qu'une seule chose, c'est, tenez-vous bien, c'est la victoire de l'Allemagne et non pas de son pays. Il veut la victoire de l'Allemagne parce qu'il se dit qu'il va pouvoir, comme cela, à partir du moment où la Russie sera déstabilisée, il pourra importer, puisque c'est ce qu'il veut faire, sa révolution, la révolution dont il parle dans ses ouvrages. Il reste où pendant la Grande Guerre, là, alors lui? Alors jusqu'en 14, il est à Paris, donc il va se déplacer entre Paris et la Suisse pendant la guerre. Mais il ne fait pas la guerre. Non, il ne fait pas la guerre, il a plus de 40 ans, et il a 44 ans au moment en 14, donc il est sans doute trop âgé pour être enrôlé. Et puis en 1917, c'est la fameuse révolution, évidemment, la révolution russe, qui, lui non plus, pratiquement, ne l'a pas vu venir, mais il va très vite rentrer en Russie et puis obtenir le pouvoir. C'est un pouvoir dur qu'il met en place, avec une police politique terrible pour essayer de faire rentrer dans le rang. Alors, il a souvent écrit qu'il en voulait à la famille Romanov, et ce qu'il voulait, c'était l'extinction et la chute d'abord de la famille Romanov et l'extinction de la famille. Il n'hésitait pas à parler de ça. Alors, a-t-il donné l'ordre d'exécution de juillet 1917 de la famille Romanov? Il y a eu des experts se sont penchés, notamment des experts russes, en 2011, tout récemment, se sont penchés sur la question, et rien ne prouve véritablement qu'il ait donné l'ordre, alors qu'il était... Il n'a pas été l'instigateur de cette révolution-là. Il l'a pris en marche. Absolument. Il en rêvait, mais il l'a pris en marche. Tout à fait. Et il a échappé à la mort en 1918, et il meurt en 1924, au mois de janvier. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Décisif hier, figurez-vous. Coupe de France ce week-end, William, 32e de finale, et le dernier match opposait Lyon à Montpellier, et les Lyonnais
avait les crocs. Elle était facile celle-ci. Et surtout, ils ont battu largement ces Montpelliérains. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Il ne fallait surtout pas, William, arriver en retard au Parc OL parce que Lacazette du gauche et Diakaby de la tête permettent à Lyon de mener 2-0. Écoutez-moi bien, après à peine 10 minutes de jeu, Montpellier encaisse un 3e but avant la pause par Fekir qui trompe Pionnier, le gardien héroltais. 3-0 à la mi-temps. Lyon l'emporte finalement 5-0 grâce à un doublé du jeune Maxwell Cornet. En 16e de finale, les Lyonnais iront défier les Marseillais au stade Vélodrome. Ces Marseillais hier qui avaient ouvert le score, William, à Toulouse, avant que les autres Toulousains égalisent par Durmaz, un partout à la fin du temps réglementaire. Et c'est Cabella, auteur d'un doublé dans cette journée, qui offre la victoire 2-1 et la qualification à l'Olympique de Marseille. Vous suivez bien, il y avait encore des buts et encore des buts du côté de Nice. Nice, le leader du championnat, qui a passé une mauvaise journée à Lorient. Les Niçois ont pourtant marqué le premier but avant l'égalisation bretonne de ce garçon à la Dière. Et c'est Mesloub qui permet aux Lorientais de s'imposer 2-1. Donc vous l'avez compris, les Niçois qui sont éliminés. À noter les victoires hier de Bordeaux, Metz, Caen, Saint-Etienne, Angers et Rennes. Il a marqué avec la tête ou le genou? Avec au milieu. Ah, voilà, merci. Une tête de genou. Voilà. On parle un peu de handball. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les championnats du monde en France qui vont débuter mercredi. Et les Français qui sont plutôt en forme, ils avaient un dernier match amical et ça s'est très bien passé. À 3 jours du coup d'envoi de leur mondial, les Français en blanc recevaient la Slovénie qu'ils avaient déjà battue vendredi soir. Et les tricolores se sont à nouveau imposés. Victoire 33-26 et rappelons que les Français détiennent le record du nombre de titres mondiaux en hand masculin avec 5 sacres. La France est également triple championne d'Europe et elle a 2 titres olympiques. Ça, c'est du rugby, bien sûr. 16e de journée, top 14. Clermont, en jaune, a repris seul la tête du classement en écrasant Toulon 30-6. 4 essais Auvergnat dans ce superbe sprint de Fofana. Et le dernier essai est de Lamera. Clermont, leader devant La Rochelle et Montpellier. Toulon est 5e. Autre match de rugby hier, le Stade Français qui a perdu à domicile, dominé par Toulouse en blanc. 2 essais à rien pour Toulouse qui s'impose 18-15, doublé de Johan Huget, ce garçon. Toulouse est au pied du podium. Le Stade Français est 10e. Non, on va jusqu'au bout. Ouais. On va conclure avec de la neige cette saison et un sport que vous appréciez. Il y en a parfois. Alors, il y en a surtout là où nous étions. C'est à Oberhof, c'est en Allemagne, avec ce sport où vous ne voyez pas forcément l'athlète qui est derrière sa carabine. Hein, ça se passait là-bas. 100e podium en Coupe du Monde pour Martin Fourcade. Mastart comprenait départ en ligne, 12 km 5, 2 séances de tir couché, 2 debout, une boucle de 150 mètres supplémentaires si vous loupez une cible. Et Fourcade en a raté 2 des tirs, mais il a skié très vite et il termine à la 3e place. C'est l'Allemand Schemp qui s'emporte. Le Pyrénéen monte sur la 3e marche du podium pour la 2e fois cet hiver. Et surtout, depuis le début de la saison, il a gagné 8 des 11 courses individuelles. À noter que son compatriote Béatrix, Jean-Guillaume Béatrix, termine 4e. Et chez les filles, le meilleur résultat, c'est pour Marie Derain, qui est 14e. On va parler un peu de ski alpin, William. Oui. Et le ski alpin, ça va beaucoup plus vite, c'est du slalom. Regardez, nous slalomons du côté de Adelboden, c'est en Suisse. Alexis Pinturo, vainqueur la veille du géant, termine à la 9e place. Il est actuellement 2e du classement général de Coupe du Monde. Hier, le plus agile sur les skis entre les piquets, ça a été le Norvégien Henrik Kristoffersen. Il est détenteur du globe de la spécialité. Le globe, c'est le trophée qu'on remet au vainqueur sur une saison complète. C'est son 3e succès de l'hiver en slalom. Et chez les filles, salon, cette jeune fille, elle s'appelle Adeline Beaumunier. Elle est des G en Haute-Savoie et elle termine 11e. C'était à Maribor, c'est en Slovénie. Et victoire de l'américaine Shiffrin, ça s'appelle la raquette d'arrivée, hein, si vous regardez en bas. Shiffrin qui, elle, a 27 victoires en Coupe du Monde, 24 dans cette discipline. Et bien sûr, elle est en tête de cette Coupe du Monde. Elle est leader. Voici cette jeune fille. Merci beaucoup, Grégoire. Après le sport, l'emploi maintenant, avec une façon de rechercher du travail. Vous allez voir qui est assez original. C'est à plusieurs pour sortir de la solitude, du chômage. C'est possible grâce à une application qui permet aux personnes en recherche d'emploi de se retrouver autour de ce qu'ils veulent, un café, une bouteille d'eau minérale par exemple, afin de faire leurs recherches ensemble. Ça s'appelle Co-Job et ce sont des personnes elles-mêmes en recherche d'emploi qui l'ont créé d'ailleurs. Regardez. Choisi ce matin de se retrouver ici à Paris dans le 14e arrondissement au café L'Entrepôt.
Bienvenue pour cette séance de co-searching. Donc la séance aujourd'hui se divise en deux parties. CoJob existe depuis 3 ans. On s'est retrouvés au chômage, donc comme beaucoup de gens. Et en fait, d'un coup, on a fait ressortir 3 choses qui nous manquaient, mais vraiment profondément. La première chose, c'était un rythme. On n'avait plus de rythme au quotidien, on ne savait plus quelle heure il était, on se levait de plus en plus tard. Le vendredi soir, on n'était même pas content d'être en week-end. Enfin, des choses basiques, on n'avait plus de quotidien. On se sentait très seul. Du coup, on avait vraiment envie de pouvoir échanger avec d'autres. Et la troisième chose qui nous manquait, c'était le fait d'être utile. Moi, j'ai noté l'importance de ton équipe. Enfin, c'est quelque chose qui m'a semblé ressortir beaucoup. Du coup, la reconnaissance qui va avec, aussi la place que tu as dans un projet. On a mis une plateforme en place, cojob.fr, qui a pour but de créer des groupes ou de rejoindre des groupes dans sa ville ou dans son quartier. On se donne rendez-vous dans un café, chez les uns chez les autres, dans un centre culturel, enfin voilà. Et on se retrouve tous les jours pour chercher ensemble. Souvent, les co-jobbers se retrouvent dans des lieux publics, comme les cités des métiers ou encore les maisons de l'emploi. Mais d'autres lieux, privés cette fois-ci, sont également prêts à les accueillir. La partie bénévolat que tu as vécue, qui a été la plus riche et la plus formatrice. Et là, j'ai l'impression vraiment que tu t'es éclatée. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Je te dis mon projet professionnel, tu me fais ton retour, je te montre mon CV, tu me fais ton retour. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on peut s'entraider ensemble. Et on est 6 millions à être en recherche d'emploi. Comment est-ce qu'on le fait ensemble, quoi? Qu'on peut partager tous ensemble, c'est vraiment découvrir un autre rapport à la recherche d'emploi, créer des nouvelles habitudes, se retrouver ensemble, échanger sur nos parcours, nos interrogations, mais aussi sur toutes les possibilités qui existent. Je vais au boulot pour trouver un boulot. C'est un peu rigolo de se dire, oui, je me déplace dans un endroit où je sais que je vais trouver et chercher un boulot. Et en même temps, je me dis... c'est une manière aussi de comprendre où sont ses faiblesses, ses points forts, de pouvoir aussi redéfinir son projet professionnel et être un peu dans une nouvelle dynamique. Créer du lien et puis se motiver, je trouve que c'est important et chez moi, je peux pas. C'est primordial pour des demandeurs d'emploi. Chercher un emploi à plusieurs permet de retrouver une dynamique. C'est aussi l'occasion d'échanger, de partager les bons plans et de s'encourager mutuellement. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous consultez le site de Télématin. Mais d'abord, sans frontières et direction l'Allemagne, nous allons retrouver là-bas notre correspondant permanent sur place, donc Amaury Guibert. Il se passe quelque chose de très important chez nos voisins. Ils sont à nouveau en capacité de faire des enfants. Ils ont envie de faire des enfants, ils veulent le faire. Pourquoi? Ce pays était victime de dénatalisation. On le citait souvent en exemple en Europe. Regardez, ça ne marche pas en Allemagne. Là, c'est le contraire d'une inversion totale de tendance. Et c'est pas un hasard. Bonjour Amaury. Alors si les Allemands font plus d'enfants, c'est que tout a été fait pour les inciter. Mais on a fait quoi exactement ? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, l'Allemagne s'est dotée d'une politique de natalité très, très ambitieuse. On fête par exemple cette année les 10 ans du salaire parental. C'est quelque chose qu'on connaît aussi en France, mais ici ça a été un vrai changement. Le salaire parental, c'est la possibilité pour les 2 parents de s'absenter à tour de rôle pendant 14 mois au total, tout en recevant les 2/3 de leur dernier salaire. Il y a aussi le Kindergeld, c'est une allocation que l'on reçoit pour quand on a un enfant, 192 € par enfant, quels que soient les revenus. Il y a aussi eu un plan très ambitieux de construction de crèches et l'obligation faite aux communes de garantir à chaque parent une solution de garde. On le voit, cette politique est très ambitieuse et cela a eu un effet très concret sur la natalité. Le nombre de naissances est reparti à la hausse, près de 5% de hausse en 2014, plus de 3% en 2015. C'est un vrai changement de mentalité qui est en train de se passer ici en Allemagne en matière de natalité, même si on va le voir, tout n'est pas gagné. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Mathias est en congé parental. Il y a 10 ans à peine, il était très rare de trouver des pères comme lui, prêts à arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Avant, c'était surtout les mères qui faisaient cela. Sans le salaire parental, je suis sûr que ça aurait été bien plus dur de partager le congé parental avec ma femme. Là, on a partagé presque à égalité. Moi, je trouve que dans le quartier, on voit beaucoup plus de papas avec des poussettes. L'introduction du salaire parental il y a 10 ans a marqué un vrai changement. Ajoutez à cela la multiplication des crèches, le droit pour chaque famille d'avoir une place. Pour la ministre de la Famille, le bilan de cette politique
est très positif. Beaucoup de familles profitent du salaire parental. Cela crée une sécurité matérielle pour les parents juste après la naissance de leur bébé. Cela permet aussi aux femmes de préserver leur carrière quand les pères prennent du temps pour leurs enfants. La proportion de pères qui prennent un congé parental a été multipliée par 3 en 10 ans. Mais ils s'absentent toujours du travail moins longtemps que les mères, 3 mois contre 18 en moyenne. Il reste encore beaucoup à faire pour arriver à plus d'égalité. Il nous faut beaucoup plus de compréhension dans la société. Le monde du travail doit être plus favorable aux familles pour arriver à un meilleur équilibre entre famille et travail. Un équilibre qui est l'une des clés pour relancer la natalité. Il y a du mieux depuis une dizaine d'années, mais l'Allemagne est encore loin du compte. Oui. Dites-moi, oui, vous m'entendez là, Amaury? Oui, je vous entends, William. Alors, l'Allemagne est quand même loin du compte, vous l'avez dit dans votre reportage. Est-ce que ça veut dire que la natalité n'est toujours pas suffisante pour assurer le renouvellement des générations? Oui, parce que si le nombre de naissances est reparti à la hausse, si le taux de natalité a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis 1982, c'est pas rien, ce taux de natalité est toujours de 1,5 enfants par femme. Alors l'on sait que le taux de natalité doit au moins être de 2 enfants par femme pour assurer ce renouvellement des générations. Parce que en fait, si la natalité augmente, la mortalité, elle augmente toujours, elle augmente plus vite que la natalité. En fait, depuis 1972, le nombre de naissances ici en Allemagne ne compense pas le nombre de décès, ce qui veut dire très concrètement que l'Allemagne perdrait tous les 5 ans 1 million d'habitants s'il n'y avait pas l'apport de l'immigration. On le voit, la tendance est en train de s'inverser avec cette hausse de la natalité, mais l'Allemagne est encore loin, très loin d'être sortie totalement de cette crise démographique. Merci Amaury, à plus tard cette semaine. Payant. Dans la course, le dernier s'imagine, comme tous les candidats, comme la surprise de ce scrutin. Et pour se faire entendre, il a choisi la face nord de l'Everest. Il croit en l'Europe. Bonjour Vincent Payon. Bonjour. Ça vous a fait sourire, oui. L'Europe. On va en parler, mais d'abord... La face nord de l'Everest. C'est ça. Je voudrais qu'on parle de Bachar el-Assad. Des médias français, dont France Info, ont rencontré Bachar el-Assad. Toutes les guerres sont mauvaises, dit-il, mais c'est parfois le prix à payer. Bachar el-Assad, j'allais dire qu'il parade, victorieux. Qu'est-ce qu'on a raté en Syrie ? On a raté, vous le savez, que les Américains, aussi sans doute après le vote des Anglais, après ce qu'ils avaient vécu en Irak, c'était une autre situation, mais malheureusement, ça pesait sur la suite. On renonçait à l'intervention que souhaitait la France. J'étais au gouvernement à ce moment-là. Je pense que c'était une ligne juste. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce que vous avez dit, la face nord de l'Everest. Ça va être encore pire avec l'arrivée de Trump, y compris ce qu'il dit sur l'OTAN, très inquiétant pour nos amis de l'Est européen. Avec un Poutine qui engrange ses victoires avec Bachar el-Assad et évidemment quand même le Hezbollah et les Iraniens. Il faut mesurer ce qui se passe. Et donc ça veut dire on n'aura pas le choix. Il faut maintenant plus d'Europe, une politique étrangère et de sécurité commune. Évidemment, continuer, nous, d'accroître nos moyens militaires et de les moderniser, mais quand même d'avoir une politique de défense européenne. Ça fait combien d'années qu'on dit plus d'Europe sur la question des affaires étrangères? Ça avance. Je fais ça depuis une dizaine d'années. J'avais succédé à Michel Rocard au Parlement européen sur ces questions. Là où il y a une avancée, c'est pour ça que je propose le Fonds stratégique européen de défense, parce que la discussion menée avec les Allemands depuis quelques mois avance. Les Allemands sentent bien qu'il y a une difficulté majeure et que nous allons devoir... Alors, c'est surprenant, on n'avait pas pensé avoir plus d'Europe intégrée par la défense. Mais le monde a changé en très peu d'années. Il faut le mesurer d'ailleurs. Il y a une unanimité sur ce sujet-là au niveau européen? Il y a une belle avancée et vous savez ce qui est important dans ce sujet européen, il faut quand même que les gens l'entendent. C'est la question franco-allemande. Dès lors que la France et l'Allemagne avancent ensemble, ça avance. Est-ce que vous êtes pour la morale ou l'efficacité en diplomatie? Les deux ne sont pas contradictoires. Il faut faire attention à ne pas perdre ces principes, puisque lorsque nous discutons avec les autres, c'est ça qui compte. Il y a une espèce de non-pensée sur la question diplomatique. On dit, faut-il ou pas parler aux Russes? Mais enfin, on n'a pas fermé l'ambassade. Ils sont toujours à Paris. On leur parle tous les jours. La question n'est pas est-ce qu'il faut leur parler, c'est qu'est-ce qu'on leur dit. La question est quelles sont les priorités. Voilà ce que dit François Fillon. Il dit la priorité, c'est la lutte contre Daesh, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça justifie qu'on s'accommode, qu'on discute avec Bachar el-Assad.
une forme de pragmatisme sur la scène internationale. C'est pas un pragmatisme, parce que le pragmatisme, il faut l'avoir. C'est un découragement, c'est un désarmement, et ça peut être un déshonneur. Donc il faut faire très attention. Il faut parler, il faut chercher des solutions, mais pas à n'importe quel prix. Et en plus, il ne faut pas se faire avoir deux fois de façon trop complaisante. Je vais aller un peu plus loin. Justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Bachar el-Assad désormais? Je vais aller un peu plus loin. Oui. La vraie question, il faut le comprendre. C'est très grave ce que fait M. Fillon. Aujourd'hui, l'ordre international est mis en question. L'annexion de la Crimée, c'est remettre en question par un membre du Conseil de sécurité de l'ONU les principes mêmes de la vie internationale depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'accepte. 300 000 morts civils en Syrie, soutenus avec des bombardements qui visent les populations civiles. On l'accepte. Donc, très bien, on va jusqu'où alors? On l'accepte et puis quoi? Et donc maintenant, on ne l'accepte pas sur la Crimée et puis quoi? Mais à force de reculer tout le temps, on ne donne pas une impression de fermeté. Je vous rappelle quand même que le point le plus important, il compte dans les relations avec Poutine, c'est les sanctions que l'Allemagne et la France ont décidées à Minsk, qu'il faut continuer d'exercer. Et je crois que M. Fillon tient comme par hasard, et pour les lever, c'est l'exercice d'un rapport de force, ça? Non, je pense, attention, ça concerne M. Fillon, à droite, parce que lui est candidat à la présidentielle, il a été désigné. On en a aussi à gauche qui sont sur le même thème. Et on en a à l'extrême droite. Et on vient voir de quelle façon les Russes sont intervenus dans la vie politique, y compris aux États-Unis. Ne soyons pas naïfs. Une dernière question avant de revenir en France, quoique on y est encore en France. La France n'enverra pas de représentant à l'investiture de Donald Trump. On se souvient que la France avait envoyé Ségolène Royal aux obsèques de Castro. C'est une bonne idée, en réalité, de marquer sa mauvaise humeur, on va le dire comme ça, vis-à-vis de Donald Trump? Je ne l'avais pas vu, mais je trouve ça étrange. Donc je ne peux pas plus commenter. C'était, me semble-t-il, étrange. Il faudrait qu'il y ait un représentant français à l'investiture du président américain, quel que soit ce qu'on pense de lui en réalité? Il me semble que les États-Unis sont encore une grande démocratie, ils sont nos alliés quand même. Donc je ne sais pas si... Franchement, je suis surpris de cette information. C'est dit. Vous avez déclaré hier que Manuel Valls a blessé beaucoup de gens à gauche. Est-ce qu'il y a une gauche, on va dire majoritaire, irréconciliable avec Manuel Valls? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous savez, hier, après avoir dit ça, j'étais malheureux de ne pas avoir le temps de parler de mon projet. Et je suis le seul à proposer de changer totalement, par un Big Bang démocratique, la vie politique française pour rapprocher les uns des autres par une proportionnelle intégrale. Je n'en peux plus des coups de menton, des claquages de porte, des comportements césariens des politiques et du fait que, vous vous rendez compte, 50% de nos compatriotes ne sont pas représentés. On gouverne la France avec 10%. Ça a valu pour la droite, ça a valu pour la gauche, et ça fait d'ailleurs qu'il n'y a jamais un président qui peut se succéder à lui-même. Donc je propose que, alors on peut dire la faute aux hommes, je n'y crois pas au bout de 40 ans. Donc c'est nos institutions qui posent un problème. Il faut les changer, et il faut permettre que tous les citoyens soient représentés, participent, se sentent inclus et obligés. Non, parce que le problème de cette campagne, en réalité, elle est très courte. On vous entend les uns et les autres faire la liste de mesures, etc. Il y a quelque chose de très riche dans ce débat aujourd'hui qu'on vit à gauche. Mais la réalité, pardonnez-moi de vous déranger et de vous dire les choses clairement, c'est que les Français n'y croient plus à ces catalogues de mesures. Donc, la question se pose aujourd'hui de la méthode de la réforme. Comment est-ce que vous réformez? Vous dites en gros, il faut changer les institutions. Comment vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, le système de la Ve République, il est bon, pour deux raisons. Il empêche un certain nombre de gens qui ne doivent pas être représentés d'être représentés. On pense généralement aux électeurs du Front National, mais enfin les centristes ne le sont pas non plus, les écologistes non plus. Et au bout d'un moment, c'est plus de la moitié de la France, et j'ai pas l'impression que ces électeurs finalement diminuent. Je ne vois pas quel est le principe démocratique qui nous permettrait de dire vous ne méritez pas d'être représenté. Deuxièmement, c'est nous dire c'est plus efficace. Je constate l'inverse. Les institutions de la Ve République paralysent le pays depuis maintenant des années. Les grandes démocraties vivent avec quelque chose que je veux pour la France. Le rassemblement des Français, le respect des sensibilités politiques. Autour de quelques objectifs que j'ai fixés, c'est l'idée du contrat de gouvernement qui permet de dire à des gens, voilà, la France a besoin de 4 réformes. Une stratégie européenne dynamique, une solidarité modernisée, une économie tirée vers le haut par la connaissance et la transition écologique. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? La méthode, elle est très simple. La droite, pendant cette campagne de primaire, disait il faut aller vite. En gros, on a 100 jours pour réformer, certains disant il faut utiliser les ordonnances. Sur la méthode de la réforme, je rappelle peut-être un mauvais souvenir pour vous, la question des rythmes scolaires. Elle a été compliquée à mener, cette réforme. Qu'est-ce que vous en avez appris sur la façon de réformer le pays? On a bien vu que Manuel Valls avait dû dégainer le 49.3. C'est pas évident de réformer ce pays. Alors là, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si on tire de l'idée que
La démocratie marchant mal, il faut s'en passer, ce qui est l'idée de M. Fillon, et donc gouverner par ordonnance. Alors, c'est même plus la peine d'aller voter. Donc je pense que c'est l'erreur majeure, mais c'est un tempérament français qui est assez ancien, c'est le bonapartisme français, c'est cette idée du chef. Mais plus personne n'en veut, ça ne marche pas comme ça. Il bloquera le pays en 100 jours. Une réforme, et même les rythmes, qui était voulue par la droite, qui a été négociée sur le terrain, 1 an de négociation, vous avez vu les difficultés. Il faudra des années pour absorber cette réforme. Bon, personne ne reviendra en arrière. Donc il faut du courage et de la consultation. Mais dans notre affaire, ce qui est très important aussi, c'est de gouverner autrement. Il faut se donner les moyens de se parler, de construire ensemble des majorités. Vous savez, une des fiertés, c'est pas les rythmes, la loi de refondation de l'école. Moi, j'ai pas eu besoin du 49.3. Je l'ai fait voter par tout le monde. Mais, enfin, par tout le monde à gauche, mais l'ensemble de la gauche. Mais qu'est-ce que ça supposait? C'était pas facile. Ça supposait de parler jusqu'au bout de la nuit, d'écouter, de respecter, de penser qu'on est plus intelligent. Donc en fait, il faut prendre le temps. Pour réformer, il faut prendre le temps. Pour réformer, il faut associer les Français. Vous n'allez pas leur imposer à la trique des réformes. Qui le pense? Vous voulez à nouveau qu'on soit dans la situation où a été Alain Juppé en 97? Vraiment, ce que dit François Fillon, mais honnêtement, il y a un vrai problème dans la primaire de la droite, on va le dire. Ils ont cru que le Hollande bashing suffisait. Et ce qui est revenu dans cette primaire, c'est la plus vieille droite. Parce que vouloir s'attaquer à la protection sociale, c'était déjà 1967 par ordonnance. Vouloir privatiser l'école, c'est un projet qui a 30 ans. Vouloir revenir et dire, dans le champ politique, en tant que chrétien, je viens réformer, c'est avant 1905, ça. Il lui manque un petit siècle de vie républicaine. Donc il y a un vrai problème qui est que la droite, dans cette affaire, elle repart en arrière. Non, c'est pas par la violence qu'on va gouverner les Français, c'est par l'intelligence. Ça nous changera. Merci beaucoup Vincent Payon, c'est à vous William. Merci, à demain. Ça se passe dans le cadre de la transition énergétique, c'est très chic. Ça veut dire que d'ici 3 ans, tous les foyers, le vôtre aussi, madame, monsieur, tous les foyers seront dotés de nouveaux compteurs à gaz, électricité. Ces compteurs dits intelligents, on va voir pourquoi ils sont intelligents, présenteraient un intérêt double, économique et écologique. Seulement voilà. Est-ce qu'il y a des effets sur la santé? Ça, c'est la bonne question. D'abord, tous les compteurs, c'est vrai, d'ici 3 ans, on est d'accord? Chantier énorme. C'est l'entreprise Enedis, anciennement ERDF, va devoir changer 35 millions de compteurs électriques. 2 millions ont déjà été remplacés à ce jour. Il s'agit de quoi? De moderniser évidemment le réseau. Ces compteurs, pourquoi sont-ils communicants et intelligents? Parce qu'ils vont enregistrer nos informations automatiquement. Plus besoin de relever soi-même sa consommation, par exemple. Les pannes seront identifiés plus vite, les modes de vie et de consommation seront plus lisibles. Alors qui dit lisible dit attention, intrusion dans notre vie privée, disent les détracteurs. Et sur le plan de la santé, même levée de bouclier de la part des associations et de certains parlementaires européens qui mettent en avant l'électrosensibilité de certains citoyens et la toxicité des radiofréquences émises par le dispositif. Alors un livre vient de dénoncer ces nouveaux boîtiers et nous avons mis face à face les arguments de l'auteur du livre et d'une responsable de la communication de l'entreprise Enedis pour écouter leurs arguments. On va remplacer effectivement 35 millions de compteurs. On en a déjà posé 2 millions qui fonctionnent sur le territoire. On les remplace par des compteurs Linky qui sont des compteurs communicants. C'est un appareil électrique, un compteur d'électricité, et comme tout appareil électrique de la maison, il émet un champ électromagnétique. C'était déjà le cas avec les compteurs précédents, et on est sur un niveau qui est extrêmement faible, qui a été même difficile à mesurer, et qui est d'abord le même entre les compteurs Linky et les compteurs précédents, et surtout qui est plus faible que plein d'appareils de la maison, la télévision, les chargeurs de portable, un écran de portable. Enfin, c'est un niveau qui est extrêmement faible. Alors, ce n'est pas le boîtier qui est réellement en cause, finalement, c'est surtout le courant porteur en ligne qui passe dans les fils électriques du réseau domestique, collecte les informations, les renvoie donc dans le compteur qui lui encode les informations et les envoie au fournisseur, en l'occurrence Enedis. Le problème du courant porteur en ligne, c'est que le champ magnétique justement est beaucoup plus large. Donc les personnes sont exposées quasiment tout le temps, même si c'est un peu. Le problème n'est pas l'intensité, le problème c'est que c'est tout le temps. Et c'est là que ça devient problématique.
Alors il y a eu plusieurs études. D'abord, il y a eu l'Agence nationale des fréquences qui a fait des mesures complémentaires à celles que Enedis avait pu faire, qui ont confirmé que ces niveaux de champs électromagnétiques étaient très très faibles. On voit que ce sont des niveaux qui sont inférieurs à 1 volt par mètre, là où la réglementation est à 87 volts par mètre. Et puis il y a une autre étude qui vient de paraître, là très récemment, mi-décembre, qui a été réalisée cette fois par l'ANSES, l'Agence nationale pour la santé, qui confirme que le compteur Linky est complètement inoffensif, équivalent au compteur précédent et très très faible dans l'environnement électromagnétique d'une maison. Alors je me base sur différents rapports, non seulement qui sont sortis, des rapports qui émettent de laboratoires de recherche, de chercheurs indépendants, qui viennent aussi de divers instituts français et étrangers, et aussi sur les témoignages des gens qui l'ont déjà, sur des ouvrages qui sont eux déjà sortis dans les pays qui ont déjà les compteurs Linky, comme notamment les États-Unis et le Canada, et qui ont réussi à obtenir un droit de retrait. Sur quel fondement ou sur quelles accusations ils ont eu le droit de retrait? Alors c'était surtout des problèmes de santé, alors ça pouvait être des problèmes de cœur, ça va aussi traiter de la reconnaissance en fait de l'électrosensibilité, qui est encore pas reconnue en France, bien que la sécurité sociale ait reconnu déjà un cas l'année dernière, donc on peut espérer que ça fera jurisprudence. Alors, il n'y a pas un organisme officiel de santé ici en France qui peut statuer sur cette affaire? Et oui, on attendait justement le compte-rendu de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On attendait son rendu, eh bien c'est fait. Elle a conclu à une faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par ces compteurs ait un effet sanitaire. Mais qui dit faible probabilité ne dit pas aucune probabilité. Donc, certains parlementaires européens demandent une étude contradictoire et les détracteurs dénoncent un seuil maximum réglementaire trop élevé de radiofréquence. Parce qu'on dit c'est en deçà des seuils. Mais si les seuils réglementaires sont trop élevés, eh ben, la règle est faussée. De toute façon, on en reparlera d'ici 3 ans. C'est sûr. Merci beaucoup. Vivre son rêve mène à tout prix, de tout donner au jour et la nuit. L'actualité de la consommation avec Isabelle Martinet. Quand on pense à la restauration rapide, vous voyez ce que je veux dire, on pense souvent aux grandes enseignes américaines qui proposent des burgers. Absolument. Et là, c'est tout à fait autre chose. Ça vient d'où? Ça vient d'Espagne? Ça vient d'Espagne. Et c'est l'histoire d'une reconversion très réussie. Finalement, regardez ce qui se passe quand on a simplement une bonne idée. C'est à la base, un traiteur espagnol, un traiteur catalan. Et puis est arrivée la crise partout en Europe et également en Espagne. Il s'est reconverti en restaurateur rapide avec ses spécialités régionales, ses spécialités espagnoles. Et puis il s'est dit, après tout, ça marche très très bien. Il a plus de 130 magasins, restaurants en Espagne. Il s'est dit, je vais essayer de progresser en réfléchissant à comment progresser bien. Et comment progresser bien, c'est lutter contre les Américains, c'est-à-dire en étant européen. Sur leur terrain? Sur leur terrain, c'est-à-dire pour l'instant, il est en France. Il a déjà 4 restaurants en France. Il compte ensuite aller en Belgique, en Italie, en Hollande, enfin gagner tous les pays d'Europe et faire de la restauration rapide avec des spécialités européennes pour qu'on ne les oublie pas. C'est le même principe? C'est le même principe. Tout de suite. Exactement. À emporter ou à manger dans la salle. À emporter ou à manger dans la salle. Et vous avez à la fois des spécialités espagnoles, évidemment, pour l'instant, genre tortilla, mais vous avez aussi du bœuf bourguignon. Parce que, ça y est, il arrive en France. Et vous aurez demain un plat italien, puis un plat belge. Et nous allons avoir toutes nos spécialités culinaires espagnoles et européennes qui seront préservées. Et qui vont réussir Le tout n'est pas dans un burger comme... pas forcément, évidemment, non. Pas du tout dans un burger. C'est dans une assiette, votre petit plat cuisiné, que vous pouvez réchauffer sur place. Et en plus, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire que c'est plus qu'accessible. Si je vous dis 2-3 euros, maximum 4 euros un plat cuisiné, voilà. Et comment on fait pour proposer ce type de restauration qui soit à la fois une spécialité régionale et à la fois aussi peu cher? Il est venu de Catalogne spécialement pour répondre à Télématin, s'il vous plaît. Regardez, ça se passe à Paris, évidemment. Notre concept, c'est un concept de restauration rapide européen basé à des plats, à des recettes qu'on ferait nous-mêmes à la Maison de l'Europe.
Donc, on peut trouver un hachis parmentier, mais même on peut trouver un paella, un bœuf bourguignon, des salades, des tortillas. On peut le réchauffer et manger sur place ou l'emporter. Notre plats sont faits avec des ingrédients 100% naturels. Il y a 20% de notre plats qui sont bio. Tout ça, c'est mis en place dans une cuisine centrale, d'où est-ce qu'on livre tout notre magasin en 24 heures. Nous recevons nos produits frais 4 fois par semaine. Ce sont des produits qu'on réalise dans la cuisine à Barcelone. Les produits sont fabriqués et envoyés le jour même et nous les recevons le lendemain. Ce sont des produits qu'on met directement en rayon et qui sont vendus dans la journée. Nous avons tout rationalisé, il n'y a quasiment pas de pertes. Nous avons un logiciel qui pronostique nos ventes en fonction des ventes de la veille et nous envoie nos besoins. Alors nous avons une carte fidélité pour nos clients, ce qui nous permet de leur accorder une remise par rapport au prix catalogue. Donc une remise d'1 € sur le prix affiché. Donc vous pouvez le repérer sur nos étiquettes prix avec un petit cœur. Notre prévision de développement, c'est avoir une dizaine de magasins dans l'année prochaine, l'année 2017 en France. C'est pour ça que c'est qualitatif et pas cher. C'est fabriqué et c'est envoyé dans la journée. Ça vient de Barcelone, tout est fabriqué à Barcelone et envoyé dans la journée. C'est pour ça que c'est pas cher. Ouais. Avec de la qualité, c'est une énorme cuisine, avec toutes les spécialités. Et la grosse différence, quoi, c'est le prix. C'est le prix, c'est le prix. Et puis préserver les spécialités culinaires des différents pays d'Europe. L'originalité est là. Merci Isabelle. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny. Il a raison Vincent Delerme. Il chante en pensant à Fanny C'est Ardant. pas le seul. Hein. Fanny Ardant, l'actrice et la réalisatrice, en l'occurrence, qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle vient de mettre en scène le divan de Staline avec, dans le rôle principal, Gérard Depardieu, et puis dans le rôle de sa maîtresse, Emmanuelle Seigné. Alors, c'est tiré d'un roman, c'est de la fiction pure. Hein. C'est de la fiction pure, tirée d'un roman du même nom, Le divan de Staline, de Jean-Daniel Balthassa, paru au Seuil en 2013. Elle avait très envie, Fanny Ardant, avec ce film, de faire concorder deux de ses grandes passions. D'un côté, l'amour qu'elle voue depuis qu'elle est toute petite à la culture russe, notamment à la littérature russe. Vous savez que Fanny Ardant est une grande lectrice en général et elle adore la Russie. Et de l'autre, l'amour qu'elle porte à Gérard Depardieu. Elle l'avait déjà dirigé dans son dernier film en 2013, un film qui était sorti avec un succès un peu plus confidentiel qui s'appelait Cadences obstinées. Il y avait déjà Gérard Depardieu. Cette fois-ci, elle a été le voir et lui a dit « J'ai envie que tu joues Staline, j'ai envie que tu joues ce monstre, est-ce que t'es OK ?» Tiens, lis ça. Tiens, lis ça. Et Depardieu, de toute manière, avant même d'avoir lu, lui a dit oui, parce qu'il lui fait confiance. Ces deux-là s'aiment beaucoup. Nous découvrons dans le film donc Gérard Depardieu en Staline, un Staline vieillissant qui décide d'aller passer quelques jours pour se reposer. Il est mal en point dans un château au fin fond de la forêt. Il est entouré de sa garde, de militaires russes. Sa maîtresse, j'allais dire sa vieille maîtresse, pardon pour Emmanuelle Seigné, mais sa maîtresse de longue date, jouée par Emmanuelle Seigné, et aussi un jeune artiste qui est en charge de dessiner, de créer un monument à l'effigie de Staline. Donc alors pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Un rapport trouble entre ces trois-là va s'instaurer, et puis surtout, on découvre, le film nous montre combien Staline était mégalomane, paranoïaque, mais aussi humain, monstrueusement humain, certes, mais humain. Et il faut dire que Depardieu, là-dessus, il sait les personnages historiques, il en a déjà incarné au cinéma, il est très bon. L'auteur Baldassare, il s'est inspiré de ce qu'il avait lu à propos de Staline sur un certain nombre de biographies qui le concernaient. Exactement, c'est pour ça que je vous dis c'est de la fiction, mais on sait que Staline, lorsqu'il était en fin de vie, a été vraiment dans un château en Géorgie, se reposer pendant ces 3 jours, et qu'il y avait sa maîtresse. Et que la psychanalyse l'intéressait. Et qu'il était assez fasciné par la psychanalyse, et qu'il a possédé le divan de Freud, voilà, parce qu'il est question de psychanalyse la nuit, sa maîtresse de psychanalyse, il joue au jeu de la psychanalyse sur le divan de Freud, qu'il prend évidemment pour un charlatan. Nous avons alors un film très élégant, très stylé, à l'image de Fanny Ardant que nous avons rencontré.
Bonjour Fanny. Bonjour. Le camarade Staline est ici pour se reposer sur les conseils de ses médecins. Est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter? Très difficile. À cause de quoi? De son sujet? Je ne sais pas. C'est toujours obscur quand on vous refuse l'argent. J'ai souvent entendu cette question très bizarre pour moi, mais avec ce film, vous vous adressez à quelle tranche d'âge? Ah ouf. Et ça, je me suis dit, ça c'est nouveau. C'est le marketing du cinéma, ça, c'est bizarre. C'est terrible. Ouais. Alors peut-être comme Tintin, de 7 ans à 77 ans. Moi sur le divan, et toi dans ce fauteuil-là. Moi, je me souviens de mes rêves, et toi, tu fais le charlatan. Pourquoi tu veux jouer à ça? Ça te fait peur d'entendre mes rêves? Cette fascination pour la culture russe, Fanny, elle remonte, je crois, depuis très très jeune. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Russes? Ah non, parce que finalement, j'ai lu les Français en même temps que les Russes. Et quand je vous dis les Français, tous les classiques qu'il y avait peut-être dans les personnages russes, dans leur chute ou dans leur salut, quelque chose qui me parlait. Quelque chose où en disant « jamais rien n'est trop tard ». On peut avoir été au fond d'un puits et puis tout d'un coup, la lumière peut renaître. Qu'est-ce que je vais faire de toi si tu me mens comme les autres? Gérard Depardieu, on sait combien vous l'aimez et combien c'est réciproque. Il a dit banco tout de suite? Oui. Mais parce qu'il vous fait confiance, sûrement. Je ne sais pas où il y a cette grande liberté d'esprit de Gérard qui peut rentrer dans des personnages les plus discutés, les plus discutables. Et je savais qu'en lui proposant, il ne traiterait jamais Staline comme un personnage historique avec la vérité documentaire et tout, mais comme un personnage shakespearien, humain, terriblement humain et abject et vulnérable. Vladimir Ilitch, mort dans son corps, mais si vivant en moi. Comment est-ce qu'on dirige Gérard Depardieu? D'abord, après tout, est-ce qu'on le dirige? Forcément un peu. Son esprit éternel me guidera toujours. Moi, je suis de nature obsessionnelle. Donc, quand on a écrit un scénario, on a une certaine musique, des mots, une certaine musique, des gestes. Et quand on a Gérard Depardieu comme acteur, c'est comme un Stradivarius, c'est quelqu'un à qui on peut dire on va la refaire pour un détail. C'est pas que c'était pas bon, mais qu'il peut toujours aller plus loin. Pour moi, le cinéma, c'est de l'artisanat. Et selon toi, c'est qui cette femme? L'archétype de la femme qui pourrait te faire peur. C'est qui une femme dont j'aurais peur? Une femme assez libre pour décider de mourir quand elle veut. Est-ce que ça a été un tournage heureux? On a tendance à saupoudrer de poussière dorée le passé. Mais j'ai quand même été heureuse, parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, par ce que je voulais. Que j'ai été avec une équipe technique magnifique, et puis des acteurs qui m'ont donné beaucoup. Merci beaucoup Fanny et bravo. Non, merci à vous. Merci. Bon. Non mais, quel chic, quel sourire, elle est absolument adorable et délicieuse. Ce film-là, c'est en mercredi. Sinon, pour l'heure... Un petit mot, on attend un petit mot sur les Golden Globes ou pas? Allô, allô? Un petit mot sur Isabelle Huppert, quand même, qui a détrôné, excusez du peu, Nathalie Portman, Jessica Chastain, Amy Adams. Là, il y a eu 2 Golden Globes pour elle, du néerlandais Paul Verhoeven. Golden Globe de la meilleure actrice pour Huppert, Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Ce film-là, elle, on en avait parlé, c'est sorti en France chez nous le 25 mai dernier. Vous vous souvenez, il est en compétition à Cannes, adapté d'un roman de Philippe Dion, donc très sulfureux, interdit au moins de 12 ans. Il est reparti avec rien. Par contre, avec de très bonnes critiques, mais il est reparti avec rien. Vous venez de le voir, là. Vous allez c'est lui qui nous avait fait l'excellent film d'auteur Basic Instinct. Vous vous souvenez, William? Voilà, donc un film qui était sorti, interdit au moins de 12 ans chez nous, donc c'est quand même assez fantastique. Isabelle Huppert a reçu beaucoup de prix aux États-Unis pour ce film. On verra pour les Oscars, mais c'est de bon augure, ça sent plutôt bon. Et puis l'autre grand vainqueur, une comédie romantique, mais surtout une comédie musicale qui s'appelle La La Land, qui a raflé 7 Golden Globes. Vous savez que 7 Golden Globes, c'est un record. Record tenu jusqu'alors, c'était en 76, vol au-dessus d'un nid de coucou. 6 Golden Globes, là il y en a 7, c'est carton plein. On a Ryan Gosling, Emma Stone, et c'est réalisé par un Franco-Canadien. Franco-Canadien, c'est un jeune homme qui a bientôt 32 ans, le voilà. Damien Chazelle. C'est un enfant. Voilà. Son papa est français et il travaille aux États-Unis avec sa maman. Et il est prof de maths. Son papa, il s'appelle Chazelle. C'est ça. Voilà pourquoi il porte ce nom-là, Damien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah tiens, ça va vous intéresser aussi. Il y a des acteurs qui en ce moment font beaucoup parler d'eux sur Internet. Ils se renvoient la balle. On ne sait pas s'ils le font exprès ou pas. Peu
importe. C'est assez savoureux, non, Oui, c'est Julia? assez savoureux. Alors, s'ils le font exprès ou pas, moi, évidemment, je pense que oui. Ça ressemble à un jeu qui amuse en tout cas beaucoup les internautes. Entre Guillaume Canet et Marion Cotillard, ils se balancent des photos dossiers sur Instagram. Alors, ça a Qu'est-ce que démarré vous avec appelez cette des photo. photos dossiers? Regardez, c'est des photos qu'on n'a pas normalement envie de montrer. Par exemple, Guillaume Canet a commencé avec cette photo de Marion qui dort la bouche ouverte dans le TGV. Elle a évidemment enchaîné avec lui, avec 2 bouillottes, des lunettes très épaisses, des chaussons. En gros, c'est... Je me suis dit qu'il est en collant, là. Voilà, en collant. Il est en tenue, en pantalon de cheval, je peux vous dire. Oui, et en chaussons. Chacun se renvoie la balle en disant « Tu vas voir, chérie, j'ai du lourd que je vais balancer ». Ça rappelle un peu, vous savez, les cap ou pas cap du jeu, du film Jeu d'enfants qu'ils avaient tourné ensemble en 2003. Et du coup, elle se lâche. Elle a balancé beaucoup de choses ces derniers jours, comme vous pouvez le voir. Et là, il est en train de mettre sa culotte de cheval. Voilà, c'est ça. Lui, il en a rajouté une aussi dernièrement, comme on peut voir là, elle a juste une chaussette, c'est dehors. Enfin bref, c'est un mélange étonnant entre réel et fiction, comme le film qui va sortir bientôt, qui s'appelle Rock'n'Roll. En fait, l'idée, je pense, de cet échange, évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un coup de com'. C'est pas par hasard que ça tombe en ce moment. Et un coup de projecteur sur la promo du film. Voilà. Alors, vous avez aussi ça, mais on n'a peut-être pas le temps, là. Vous l'avez vu sa petite vidéo sur Strasbourg ou pas? Ah oui, la petite vidéo, oui, elle est également vous sur l'avez, Instagram, là, non? évidemment. Alors attendez, je vais voir si je peux vous... Il est à Strasbourg et il y a quelque chose qui le frappe quand il voit sur les marches d'un établissement des gens qui ont laissé des restes d'un pique-nique. Alors, il n'est pas content et il manifeste donc ça en vidéo. Vous l'avez, là? On y va. Place du Temple Neuf, en face de la célèbre maison Porcus. Comme vous pouvez voir derrière moi, la maison Porcus. Et nous pouvons voir actuellement qu'il est vrai qu'il y a ici, dans la maison, en face de la maison Porcus, des porcs. Car vous pouvez voir que sur les escaliers, des petits porcs sont passés pour manger leur fast-food et ont laissé un petit exemple formidable de vie et de convivialité. Et je voudrais dire à ces porcs que ce sont vraiment des gros porcs. Merci, au revoir. Bonjour, nous sommes en reportage. Voilà. Très actif sur Instagram ces derniers temps. Alors, il faut savoir que l'adjoint au maire chargé de ce domaine-là a répondu en disant « Je vous remercie, vous faites bien de nous alerter. » Mais enfin, vous savez, c'est minoritaire, c'est très rare qu'on voit des choses comme ça dans notre belle ville. Il a probablement raison. Voilà, on a tout fini là. L'actualité du théâtre, c'est aussi dans Télématin le lundi, avec en ce début d'année des difficultés à choisir entre d'excellents spectacles qui se jouent dans des salles parisiennes. Avec Jean-Philippe Viau, on a sélectionné 2 très différents, mais ça devrait vous plaire. En effet, il y a en ce début 2017 une jolie vague de spectacles en tout genre qui se prépare à submerger agréablement les scènes de France. C'est le cas par exemple avec l'un des succès d'Avignon de l'été dernier, Venise n'est pas en Italie, c'est le titre. Il est interprété par le jeune et talentueux Thomas Oliveres. Yvan Calberac, l'auteur de l'inoubliable étudiante et Monsieur Henry, nous fait ici voyager une fois encore entre humour et dérision. Ça se joue au Théâtre des Béliers parisiens. T'as déjà vu le dictateur avec le discours final? Ah ouais, carrément, j'adore. Elle m'avait invité à Venise, alors qu'on se connaissait à peine. C'est donc l'histoire d'Émile, qui a 15 ans, qui écrit un journal intime et qui raconte son histoire, et notamment sa rencontre avec Pauline, une jeune fille de son lycée dont il va tomber fou amoureux. J'ai vu apparaître Pauline et sa mère, la mère super élégante, et Pauline, outrageusement belle. J'ai réagi immédiatement pour éviter le drame, la présentation des familles, le choc des civilisations. C'est parler d'éducation et notamment de l'importance d'éduquer un enfant, l'importance de lui donner les codes. C'est important de dire à son enfant « je t'aime », c'est important de lui montrer toutes ces choses-là. Les puceaux? Non. Ah bon, t'as déjà... Non. Je joue tous les personnages, donc c'est quelque chose d'extrêmement rythmé. Je passe d'un personnage à l'autre. Je passe par Émile, le personnage principal, Pauline, les parents d'Émile, le frère d'Émile, les parents de Pauline. C'est extrêmement drôle et très tendre à la fois. Venise, qui se rapprochait. Moi, je pouvais pas m'empêcher de penser à Pauline. Un instant, elle a regardé, ça valait le voyage. Un sourire, j'en demandais pas plus.
L'autre déferlante théâtrale, on la doit à son auteur Nathalie Sarraute. C'est Pour un oui, pour un non que porte à la scène le remarquable duo Nicolas Briançon et Nicolas Vaud. Léonie Simaga en signe là une bien belle direction d'acteur qui permet de redécouvrir avec plaisir l'œuvre de Sarraute. Ça se joue en ce moment même à Paris, au Théâtre de Poche, et c'est un vrai bonheur. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux et... Ce sont deux amis qui ne se sont pas parlé depuis très longtemps. Et il y en a un, en l'occurrence mon camarade Nicolas Briançon, qui vient me voir pour me demander pourquoi. Je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Ça. Ces deux-là s'affrontent. Sarraute disait que ça aurait pu être les deux faces d'une même personne. Notre tempérament artiste, jamais satisfait, et puis de l'autre côté, notre envie d'être posé, de fonder, de construire. Tu penses que je t'ai tendu un piège? Oh, tendu, j'ai exagéré. Il est tout agité. Un raté, moi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je n'en suis pas un, ne croyez pas ça. Voilà ce que je suis, voilà ce que je serai. Vous allez voir, je vous donnerai des preuves. Ce qui fait le génie de la pièce d'ailleurs, c'est ces choses-là qu'on n'ose pas dire parfois, dans une amitié ou dans une histoire d'amour, et on ne se le dit pas parfois parce que on peut passer pour dingue. C'est une pièce grave et drôle. Voire tragique. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir, malgré moi, les guillemets arrivent. Voilà, je crois qu'on y est, tu l'as touché, voilà le point, c'est ici qu'est la source, les guillemets, c'est pour moi. Ces deux propositions théâtrales sont, je vous l'assure, aussi prenantes l'une que l'autre. À la fois précises et remplies d'intérêt, on ne peut rester indifférent à la performance d'un Thomas Oliveres lumineux et juste dans son drôle de bouleversant seul en scène, tout comme ce duo exceptionnel entre les Nicolas Briançon et Vaud, complices envoûtés aux vapeurs de mots de Sarraute. Un seul conseil donc, courez vite les applaudir. Excellent spectacle à tous et à très bientôt. À la semaine prochaine pour l'actualité du théâtre, effectivement. Café, thé, camomille. Vous y allez, on se revoit dans quelques minutes. Sac à dos, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Là, vous l'entendez, il s'appelle Slimane dans quelques mois. Avec son premier album, il s'est imposé comme voilà, l'une des valeurs montantes de la nouvelle scène française. Ce jeune homme ne pouvait pas vous tromper. Hein, il a toujours son bonnet de marin. On se dit, tiens, il a pris son chalutier ce matin. Et ça lui va très bien. Et vous l'avez rencontré, il a démarré sa tournée, c'est ça? Effectivement. Alors lui, il a gagné un grand concours, un grand télécrochet d'une chaîne concurrente et néanmoins ami. Il a gagné donc cette finale de cette 5e édition de ce télécrochet au mois de mai. On se disait, il va mettre un an avant de sortir un album. Mais comme il était déjà prêt, comme il avait déjà plein de chansons, comme il avait déjà beaucoup travaillé et qu'il savait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire chanteur, son album était déjà prêt. Donc 2 mois plus tard, son album est sorti. Ce tube que vous venez d'entendre cet été, on a tous entendu ça, à moins d'avoir été passé ses vacances sur la planète Mars, on a entendu Paname, on arrive, et il est déjà à plus de 100 000 exemplaires vendus. Donc, quand vous vendez 100 000 exemplaires, il y a forcément un producteur qui vous dit, allons voir sur scène ce que ça donne. Et là, c'était assez émouvant, c'était son 2e soir. C'était vendredi dernier, il y a donc 3 jours. Nous étions à Angers pour voir ce que ce garçon allait donner. En fait, c'est là où on paye content. C'est pas 1, 2, 3 chansons qu'il défend devant... là, maintenant, c'était 2 heures. Oui. Et je vous assure que, vraiment, son titre de The Voice, il l'a pas volé. Regardez. Paname, on arrive, moi mes rêves. Slimane, quand et comment est né votre premier grand succès public, Paname, on arrive? Le jour où j'ai écrit cette chanson, je venais d'arriver justement dans un tout petit appartement à Paris. Et je me suis retrouvé seul, sans mes parents, sans mes frères et sœurs, à me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et dans cette chanson, j'essayais de me rappeler pourquoi en fait je faisais tout ça. Je faisais tout ça pour un jour pouvoir avoir cette tournée, être sur scène et raconter nos histoires. Moi je profite. Vous avez grandi à Chelles, dans la banlieue parisienne, une banlieue pas forcément favorisée. On écoutait quoi comme musique chez Monsieur et Madame Dapchi? On écoutait aussi bien du Charles Aznavour que du Cheb Hasni, que du James Brown ou que du Lab à l'époque. Mais aussi tant de je t'aime en pensant
commencement de l'âge. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, remplie vraiment d'amour. L'enfant de la rue est devenu grand, mais il garde dans son sac ses poèmes d'antan. À quel moment vous avez été voir vos parents pour leur dire bon, bah, les études j'arrête et maintenant je vais faire chanteur? C'était un peu compliqué parce que j'avais des bonnes notes à l'école. Et du coup, ils aspiraient vraiment à ce que je puisse continuer les études, etc. En tout cas, des études normales. Mais c'était trop important pour moi. Donc moi, mes parents, tant que je suis heureux, ils sont heureux. Alors ils m'ont dit, vas-y. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte hier matin. S'il y a un truc, en tout cas, que vraiment je veux garder, c'est de rester moi-même, garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées. En rêve, j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait. Je crois que plus tu restes avec le vrai amour et tes vraies valeurs, et plus ta vie est facile. Qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Vos parents regardent Télématin? Oui, mes parents regardent Télématin, ma mère surtout. Bah, si vous voulez lui dire un petit mot, allez-y, c'est le moment ou jamais. Bah maman, si tu me vois, je t'aime fort, fort, fort. Et je vais très bien, t'inquiète pas. Maman me disait fais tes devoirs, je lui répondais attends de voir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je lui chanterai que je l'aime. Voyons, voyons, oh, oh, voyons, oh, oh. Il a toutes les qualités, ce garçon. La preuve, c'est qu'il aime sa maman. Il aime sa maman, ce qui est quand même la première qualité, et la qualité essentielle. Ça va de soi. Et artistiquement, bon, ça c'est dans la vie privée, mais artistiquement, il a vraiment une qualité énorme. Il a une vraie voix, je trouve. Il a une vraie voix. C'est unique. Quand il reprend Mon ami la rose, que Françoise Hardy avait mis au top de tous les parades dans les années 60, il en fait sa version à lui. C'est-à-dire que le propre même d'un grand artiste, d'un grand interprète, c'est de prendre une chanson que tout le monde connaît et de la faire redécouvrir à tout le monde. C'est vraiment son cas. Il est généreux sur scène. 2 heures sur scène, vous les voyez pas passer. Ça joue du feu de Dieu. Il y a 2 danseurs avec lui qui font. Ça fait vraiment un spectacle complet. Et puis voilà, en plus, il a pas pris la grosse tête. Il a des vraies valeurs. Non, tout ce qu'il fait, voilà. Bien. Donc c'est pour ça qu'on l'encadre. Il ne faut pas que sa maman s'inquiète, la maman de Sliva. Il travaille beaucoup parce que je vois les dates là, 12, 13, 14, 18, 19. Ça n'arrête pas. Et il mange bien. Donc il mange bien, il n'a pas le temps d'appeler tous les jours. Ça va plutôt. Et Madame Lepchi, tout va bien. Il est bien. Mange, mon fils. Bon, merci beaucoup. Figurez-vous que le marché anti-ondes dont vous parliez il y a un instant, chez nous, ça marche très bien. N'est-ce pas, Julia? Sur Internet, c'est un gros carton très récent, mais un gros carton. On a une dizaine de distributeurs sur la toile qui vendent des vêtements anti-ondes et c'est vrai que ça cartonne. Alors, les vêtements anti-ondes, ça va être des bandeaux de grossesse, beaucoup de choses autour de la grossesse et évidemment du vêtement pour bébé, les bonnets, les choses comme ça. Vous allez avoir des plaids, des couvertures, puis alors des ceintures de protection qui se vendent énormément pour hommes et pour femmes, qu'on met sous les vêtements, quoi qu'il arrive, tous les jours. Des pyjamas écrans, des ceintures de protection. Et la nouvelle tendance, c'est les rideaux. Et alors, celui que je trouve le plus esthétique, c'est le lit à baldaquin anti-ondes, qui est quand même assez étonnant. Et alors, le plus gros carton, William, sur Internet, ce sont les caleçons, qui sont les plus plébiscités. 99% des ondes sont repoussées grâce à ce genre de caleçons qui sont tissés en fil d'argent. Voilà. Tissés en fil d'argent? Oui. Là? Oui. C'est bizarre. Ça repousse 99% des ondes. C'est un caleçon qui est joyeux et précieux. Oui, il y a la collection des joyeux, la collection des précieux, c'est le nom des modèles. Oui, c'est les bien nommés. Bonjour, j'ai un joyeux. Ben, bien sûr. Moi, c'est précieux. Et moi, c'est précieux. Merci beaucoup.